Au IXe siècle, le royaume des Francs est ravagé par des raids vikings. Apparaissent alors les premiers châteaux forts, d'abord en bois, puis en pierre. Ils deviendront, dès le XIIe siècle, des bijoux d'ingénierie et d'architecture. Souvent, ils étaient nichés au sommet de collines. D'une part, pour voir l'ennemi arriver de loin, d'autre part, pour lui infliger, à cet ennemi, une approche périlleuse du château. Arrivé au pied du château, l'ennemi se heurte au rempart, cette muraille ajourée par des ours puis des machicoulis, c'est-à-dire des trous à la base du créneau, par lesquels le défenseur jette toutes sortes d'objets lourds sur l'assaillant. Ces remparts, murailles défensives, font le tour du château, formant ainsi une enceinte. En haut de cette enceinte, on va retrouver ce que l'on appelle le chemin de ronde. On l'appelle ainsi, d'une part, parce qu'il fait tout le tour du château. Et d'autre part, parce que les gardes qui font les 100 pas sur ce chemin de ronde pour surveiller font ce que l'on appelle des rondes. Et ce chemin de ronde parapet qui fait tout le tour du château, il est ce que l'on appelle crénelé. Crénelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des créneaux. Le créneau, c'est le creux qui est l'intervalle entre deux merlons. Alors le merlon, c'est l'endroit où les gardes vont se cacher ou alors vont se protéger, alors qu'au contraire, le créneau, c'est le creux où les gardes vont se mettre pour observer et attaquer l'assaillant. Autre élément remarquable du château fort, les meurtrières, que l'on appelle aussi des archères. Ces archères sont ébrasées vers l'extérieur, alors que, à l'intérieur, on va retrouver une espèce de niche dans laquelle le garde est libre de ses mouvements. Il va pouvoir viser à son aise l'assaillant, alors que l'assaillant, lui, ne pourra pas viser, car l'espace est beaucoup trop fin pour pouvoir toucher le garde. Ces meurtrières se trouvent essentiellement au niveau des tours, qui sont elles-mêmes des éléments défensifs. D'abord carrées, les tours vont devenir rondes, grâce au progrès des techniques de construction. Ainsi, elles seront plus difficiles à prendre. On connaît tous la tour la plus haute, la plus robuste, la plus emblématique du château, le donjon. Ici, on peut distinguer une petite tour en encorbellement que l'on appelle une échauguette. À l'entrée du château, on va retrouver deux éléments défensifs. D'une part le pont-levis, de l'autre la herse. Ces deux éléments fonctionnent avec des poulies. En cas d'attaque, on ferme le pont-levis, c'est-à-dire on le lève, et on baisse la herse. Une fois le pont-levis et la herse passés, on pénètre dans une première petite enceinte que l'on va appeler la basse-cour. Cette basse-cour est le refuge des paysans et de leurs bêtes en cas d'attaque, le seigneur leur devant protection. On passe ensuite dans une deuxième cour, on va l'appeler la haute cour. C'est le lieu réservé au seigneur et à sa famille. On va retrouver bien entendu l'emblématique donjon. Le donjon, c'est le lieu de résidence du seigneur, de sa famille. C'est aussi une prison pour les prisonniers de haut rang, mais c'est aussi l'endroit où l'on va stocker tout ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les réserves de nourriture, les armes et éventuellement le trésor. Dans cette haute cour, on va retrouver aussi des logis pour les nobles, pour les invités. On va retrouver éventuellement une petite chapelle et on va retrouver aussi les écuries du seigneur. Au XVe siècle, le château fort perd sa vocation défensive. Il devient uniquement la vitrine de la puissance et de la richesse du seigneur. Le château fort est mort. Place au château de la Renaissance. Plus luxueux, plus élégant, plus confortable.